La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Que d'ici à Oh putain, quel enfer de regarder. Alors la vidéo, elle est vieille, hein, il me semble. Ouais, bon, elle date d'il y a un an. Ça va, c'est relevant. 2 ans, D'ici la fin de l'année, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. dans les bois ou perdus. C'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Parce que le droit à l'hébergement, c'est une obligation humaine. 11 ans séparent ces deux Trop grave, hein. Finalement, il a rien construit. Hein. Combien il a construit? On a les chiffres? Combien il a fait de logements sociaux? Quasiment pas. Hein. promesses. Entre-temps, le nombre de personnes sans domicile a doublé. Oui. Pourtant, le Français moyen n'a jamais vécu dans autant de mètres carrés, de pièces et de confort. Au cœur de ce paradoxe, il y a une crise du logement. Comment ce pays de bien lotis peut-il produire autant de mal logés? Attends, il en a fait 4. Attendez. Il a fait 4. Il a fait 4 barres d'immeubles. Et il en a détruit 8. C'est vraiment ça. Genre, le bilan de Macron, c'est 4. Genre, c'est même pas plusieurs milliers, plusieurs centaines, c'est 4. Waouh, quel désastre. Avant de continuer, je voudrais vous remercier pour votre soutien suite à la fermeture soudaine de la plateforme. Oui, merci pour le soutien. Ah, l'abbé Pierre, let's go. Oh, N'hésitez pas à leur demander où reporter vos... l'abbé Pierre. Après la Seconde Guerre mondiale, la France est un bidonville qui n'a pas de maçon. Pour son redressement économique, l'industrie est considérée comme prioritaire par rapport au logement. Putain, ça devait être bizarre quand même. La France d'après-guerre, ça devait être quelque chose. Imaginez-vous, ça y est, la guerre est finie, vous avez vécu des dingueries. Vous êtes là, vous êtes un orphelin, vous étiez dans une bande de garçons, vous pillez des magasins et d'un coup, et on vous demande de bosser, de reconstruire la France. Ça doit être bizarre un peu. Comme en témoigne l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Et puis, il y a les autres. Les sans-logis, tous ceux que la misère réduit à dormir dehors, tous ceux pour lesquels vient de s'élever la voix de l'abbé Pierre. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait « Mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part », nous répondait « S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. Ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Alors, il faut que nous fassions quelque chose. C'est vrai. Tout de suite. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. » Avec cette prise de conscience, une immigration de travail et une croissance économique Oui, il est jeune, hein. Il est jeune, mais il avait déjà son truc à la bouche, là, quand il parle. importante, les années 60 ont vu une politique du logement ambitieuse. Des millions de logements sortent de terre en quelques années. Le secteur du bâtiment Le brutalisme. On veut des bons logements, on veut des logements comme ça, là, carrés. Des trucs en béton. devient un géant. Dans les années 80, les bidonvilles sont en voie de disparition et le logement est abordé. L'automobile rend même la maison individuelle accessible au plus grand nombre. L'accession à la propriété est un rêve qui devient réalité pour la population comme pour les politiques Voilà, ça c'est les anciens gilets jaunes. C'est à l'époque où, voilà quoi. qui, de Mitterrand à Sarkozy, veulent une France de propriétaires. Mais depuis plus de 10 ans, cette France est rattrapée par une crise du logement qui amène en 2019 l'ONU à la déclarer coupable de violation des droits de l'homme dans sa gestion du droit au logement. Putain, l'ONU, hein. Ah ouais, je savais pas que l'ONU carrément avait donné un feu rouge, là. Il y a en France 4 millions de personnes mal logées et 330 000 SDF. Putain, je me rappelle, l'une des seules fois où j'ai pleuré en stream, c'était une émission sur le logement. C'était une émission sur le logement. Parce que moi, c'est précis. Moi, le logement, j'ai vécu dans des logements vraiment insalubres. Et ça m'a rappelé trop de trucs. C'est vrai que je pensais pas que ça m'aurait ému comme ça, mais... Ce recensement est très difficile à établir, mais plus de 500 personnes seraient mortes par manque de toit en 2021 selon le collectif des morts de la rue. Ces derniers mois, les variations de prix du marché immobilier viennent ajouter une tension supplémentaire à une crise qui est là pour rester. Alors pour comprendre par où prendre ce sujet, j'ai contacté Pierre Madec, économiste à l'OFCE. Alors, pourquoi je me suis intéressé à la question du logement? Parce qu'en réalité, c'est un sujet un peu essentiel. Alors, c'est facile de dire ça à tous les sujets, mais le fait est que le logement recoupe quand même tout un tas de problématiques. C'est le premier poste de consommation des ménages. Il y a évidemment la question de comment on
construit, pour qui on construit, où est-ce qu'on construit. Donc il y a des questions d'aménagement du territoire qui sont aussi très importantes. Il y a évidemment la question des inégalités, les inégalités intergénérationnelles, les inégalités patrimoniales, les inégalités dans l'accès au logement. Ça recoupe tout un tas de problématiques qui sont, à mes yeux, essentielles. Et puis en plus, derrière, pour un économiste, il y a évidemment l'intérêt des politiques publiques. Olivier Klein, qui est le ministre du Logement actuel. La FI en quelle position par rapport aux multipropriétaires? Bonne question. Je pense que c'est surtout par le biais du questionnement de l'héritage qu'ils s'en mêlent. Mais après, je connais pas le volet. J'avoue que je connais pas le volet sur tout ce qui est rentier et compagnie. On saisit tout. Bah, du point de vue de l'héritage peut-être, mais... à mon avis, il y a peut-être un truc sur le logement vacant. Genre, t'as pas le droit de laisser ton logement vacant trop longtemps et tout ça, je crois. Il me semble. Annonçait il y a 1 an et quelques que la mission du gouvernement, c'était d'éviter que le logement soit la bombe sociale de demain. Ma mission, celle du gouvernement, est de faire que, je crois, que le logement ne soit pas la bombe sociale de demain. Ah tiens, c'est bien ça. On est dans une période depuis 20, 30 ans où les difficultés... C'est de la réquisition, mais en les rachetant aux proprios. C'est pas bête. On va collectiviser les logements vacants. C'est pas bête ça. L'accès au logement sont très nombreuses, notamment pour les jeunes, les mobiles, les ménages les plus modestes. Voilà. Donc ça, c'est un consensus qui est relativement partagé. Généralement, quand on parle de crise du logement, la réponse pour beaucoup, c'est construire. Mais comme la France est déjà le pays de l'OCDE qui a le plus de logements par habitant, alors naturellement, on peut être tenté de penser que le défi, ce n'est pas de construire. Là, aujourd'hui, on nous dit, non, mais peut-être qu'en fait, il y a beaucoup de logements vacants. Ou peut-être qu'en réalité, ça sert à rien de continuer à construire alors qu'il y a... Taux de vacances, ah ouais. Waouh, ça a tellement augmenté. Ça, c'est l'effet Airbnb aussi. Hein. Il y a beaucoup de vacances. Peut-être qu'en réalité, avec le zéro artificialisation nette, avec les enjeux environnementaux, peut-être qu'il ne faut pas produire tant que ça. Des millions de ménages qui soit n'ont pas de logement, soit vivent dans des situations de logement qui ne sont pas acceptables, des passoires thermiques, qui vivent en situation de suroccupation, qui vivent avec ce qu'on appelle des taux d'effort, donc une part du revenu consacré au logement extrêmement élevée. On ne peut pas répondre à ces gens-là. En fait, on va arrêter de construire du logement et vous allez vous débrouiller avec le stock existant. Que peut-être on n'a pas construit les bons logements pour les bonnes personnes, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment produit... C'est vrai, hein. Imaginez un monde où le loyer, ça représente pas 1/3 de ton budget. Imaginez, hein. Minimum, hein. Je dis ça, hein, parce qu'il y en a, c'est la moitié. À Paris et tout ça, mais... Imaginez, ça descend en dessous du tiers de ton loyer. Ce serait quelque chose, quand même. Peut-être on n'a pas construit les bons logements pour les bonnes personnes, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment produit du logement pour les gens qui étaient en difficulté vis-à-vis... 1/3, t'es gentil. Moi, j'ai l'impression que c'est pour la plupart des ménages, 1/3, c'est minimum, hein. Du logement. Est-ce qu'on a vraiment produit du logement pour les jeunes actifs, pour les mobiles, pour les ménages modestes? C'est pas certain. Est-ce qu'on a produit des résidences principales ou est-ce qu'on a produit aussi un peu des résidences secondaires? Est-ce qu'on n'a pas produit uniquement dans des territoires où on pouvait produire, c'est-à-dire en fait là où il y a de la place, là où c'est pas très cher, mais sans se poser la question de savoir qui va acheter ces logements-là? Alors il ne suffit pas de construire, il faut au minimum construire mieux. Pour ça, il faut chercher à comprendre notre marché du logement, ceux qui y gagnent. Tartek la coupe. Et tu m'insultes? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es en train de m'insulter dans mon chat? Je vais te ban. Hein, Et ceux qui y perdent. Parce que clairement, les inquiétudes sur le logement ne concernent pas tous les Français. Au contraire, de nombreux sondages montrent que plus de 75% des Français sont relativement satisfaits et vivent dans une habitation qui correspond à leurs besoins. Changer de logement, c'est avoir la capacité de changer de travail, de vivre avec quelqu'un ou de se séparer, d'avoir des enfants, de se rapprocher de sa famille ou de s'en éloigner. C'est aussi une réponse aux pertes d'autonomie ou à un désir de changement de vie. Depuis un certain nombre d'années, depuis le début des années 2000, hein, donc ça fait presque 25 ans maintenant, ce qu'on observe, c'est un ralentissement de la mobilité résidentielle. C'est quoi la mobilité résidentielle? C'est ce que vous décrivez, c'est le fait que les gens ils bougent. Ils ont un parcours résidentiel, ils vont changer de région, ils vont prendre un appartement plus grand. On a une baisse de cette mobilité résidentielle, donc il y a de moins en moins de logements, que ce soit à la location sur le marché libre, que ce soit à la location dans le parc social, que ce soit sur l'accession à la propriété. Il y a de moins en moins de logements sur le marché. Et donc, de fait, ceux qui veulent bouger, qui ont besoin de bouger, ou ceux qui arrivent... Putain, oui, j'adore la houppette. Non, pardon, j'avais pas vu. En fait, j'étais tellement concentré en mode...
Ok, c'est une vidéo d'économie. Mets-toi dans le mindset que j'avais pas vu cette coupe. Mais c'est fascinant. Genre, c'est vrai quand même, c'est astucieux. Astucieux, quoi. Notamment les jeunes, ils ont de plus en plus de difficultés et ça crée encore des frictions qui sont extrêmement importantes. Quand les listes d'attente pour un logement social dépassent les 2 ans, que des couples retardent leur séparation par manque de logement ou ne peuvent pas habiter proche de leur emploi, c'est que le parcours résidentiel ne suit pas leur parcours de vie. Le nouvel exemple de ce grippage généralisé, ce sont les étudiants qui ne libèrent plus leur logement à la fin de l'année pour s'assurer d'avoir une place l'année suivante. Bah oui, et qu'ils le payent l'été. Ouais, classique, hein. Putain, ça coûte si cher cette merde. Hein. Pourquoi? Moi, je veux poser une question. Et le NFP. Et j'appelle personne à voter pour vous. Mais question que je pose. Est-ce qu'on pourrait pas prolonger les bourses durant l'été? Est-ce que ça serait pas une mesure à faire, peut-être? Parce que, spoiler, les étudiants, ils ont pas de l'argent qui tombe du ciel l'été. C'est bien ça, non? Les conséquences les plus dramatiques, elles, se trouvent en bout de chaîne avec une augmentation du nombre de loyers impayés et de personnes sans domicile en France. La fondation L'Abbé Pierre, qui suit de près cette évolution, décrit le marché du logement comme une centrifugeuse, comme un tourniquet de parc pour enfants. Le salaire étudiant, ça comprend ça. Bah j'imagine, j'espère. J'espère, parce que moi j'ai toujours trouvé ça absurde. C'est horrible, hein. Arrêter les bourses comme ça. Et moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pas fini mes études et que j'ai commencé à streamer. Hein. Parce que j'étais en stress. Genre, j'avais la bourse maximum, mes études allaient s'arrêter, j'aurais eu plus rien. Finito. J'aurais dû rentrer chez ma mère immédiatement, dormir dans le salon sur un matelas, casser les couilles à tout le monde, être déprimé, reprendre le shit. Enfin, c'est de ça dont j'avais peur en fait. J'avais presque un truc au fond de moi, où vu que je l'avais vécu, par ego, je préférais finir à la rue que vivre ça. C'est aussi pour ça que je me suis lancé sur Twitch. Je me suis dit, bon bah, peut-être que ça peut marcher en vrai. Je sais pas, j'ai rêvé un petit peu, je me suis dit, qui sait. Vu que les BD ont marché, le stream ça va peut-être marcher. T'as fait pas l'été. J'ai taffé un petit peu l'été, mais j'avais du mal. Reprendre le shit quand t'as plus d'argent? Oui, bah, il y a des moyens d'en trouver, quoi. Au centre, les bien lotis, souvent propriétaires d'un logement dans une zone attractive, sont bien installés. Ce sont des personnes qui ont acheté il y a 20 ans, avant la hausse des prix, et qui ont pu rembourser leur crédit. Les ménages locataires du privé avec des revenus modestes, 900 viewers, ça marche à fond. Personne ne donne, hein. Eux sont sur le Non, bord. je dis ça, vous donnez. Merci Naïsika. J'ai rien dit. USD. Eh, Même quand merci. je dors, je Et fais de l'argent. vous soutenez cette chaîne. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci Naïsika. Oui. Et doivent s'accrocher de toutes leurs forces pour ne pas être éjectés sous la pression. Celles qui tombent du tourniquet viennent alimenter le nombre croissant de personnes expulsées de leur logement. Des personnes qui, en voyant Attends. Expulsion locative avec concours de la force publique. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Mais en plus, moi ça m'énerve. Quand vous légalisez des squats, ça devient tellement des lieux de vie, ça devient même des trucs économiquement viables. Genre, c'est 16 000 quoi, 16 000, waouh. viennent alimenter le nombre croissant de C'est personnes vraiment genre, c'est sous Hollande, hein. Rappel, hein. Ça c'est sous Hollande, hein. Sous Hollande, et puis après Macron. Et tiens, d'un coup ça a drop. Je me demande pourquoi ça a drop autant. Ah mais non, les gens. Merci Chapi. Vous savez pourquoi ça a autant drop? Parce qu'il y avait le Covid. Ça c'est les chiffres du Covid, ça. Les gens ils se sont dit, bon, virer quelqu'un de son logement pendant le Covid, c'est peut-être pas ouf. Par contre, on va le harceler jusque le restant de ses jours pour qu'il paye les loyers impayés. Quelle horreur aussi, hein. On en rappelle, hein. Il y a des gens qui sont encore endettés aujourd'hui pour payer les loyers qu'ils n'ont pas pu payer pendant le Covid et tout, hein. C'est quel enfer, hein. expulsées de leur logement. Des personnes qui, en voyant Merci le petit singe vert. Oh là là, merci pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup. la vitesse du manège Même des quand je filets dors, devant je fais elles, de l'argent. savent qu'il Je sera reçois des très virements difficile de USD. réintégrer Même ce quand marché. je dors, je fais de l'argent. Et ça tourne de plus en plus vite dès que les prix du logement augmentent. En 20 ans, Oui, quand même, il y a quand même plus de 8000 personnes foutues dehors, oui. Mais bon, c'est moitié moins, quoi. Merci, merci. c'est 154% d'augmentation moyenne pour les prix immobiliers contre 18% pour les salaires. Même chose pour les loyers qui ont augmenté, Combien? surtout là où il y a de l'emploi, c'est-à-dire près des villes. Alors la part du revenu dédié au logement augmente entre 2001 et 2013. Les locataires et ceux qui ont acheté leur logement récemment y consacrent plus de 25%
de leur budget. Ces taux d'effort augmentent surtout pour les foyers les plus modestes, qui sont passés de 30 à 40% en 10 ans, alors qu'ils ont été quasiment stables pour les foyers les plus aisés. Les conséquences économiques sont suffisamment fortes pour produire des effets générationnels. Une sociologue écrit que, à lui seul, le coût du logement fait entrer une partie des jeunes dans les catégories populaires. Et tous ces chiffres datent de 2013, de la dernière grande enquête de l'INSEE. Depuis, les prix ont continué d'augmenter et la compétition entre les foyers pour avoir accès au bien logement est d'autant plus violente. Bah ouais, et en plus la douille, hein, parce que faire des études, c'est quand même un potentiel ascenseur social. Mais en fait, quand t'es jeune, tu sais que faire des études, c'est la précarisation. C'est-à-dire, tu sais que pendant 3 ou 5 ans, là, et peut-être plus, tu vas être vraiment un pauvre de chez pauvre. Hein. Tu vas aller à l'aide alimentaire, tu vas peut-être bosser à côté parce que c'est pas suffisant. C'est la galère, hein. Du coup, la douille après, c'est que ça légitime tous les discours du type « Oh là là, la voie professionnelle, quand même, je vais me remonter les manches, je vais faire ça vite. » Et vous voyez comment le RN est en train de baver sur ce type de discours. Les choses ne vont pas changer avec le RN. Vous allez être autant précarisé, si ce n'est voire plus, quand vous serez étudiant. Et en plus de ça, on dira que vous êtes des petits gauchistes parce que vous voulez aller à la fac. Par contre, celui qui ira faire plombier, il n'aura jamais d'ascenseur social dans sa vie puisqu'il sera plombier. Mais au moins, voilà, il bossera plus tôt. Et les gens trouveront ça normal. Les gens, il y a un problème. Hein. L'ascenseur social, ils veulent le casser. Ils veulent juste que vous soyez fiers d'être français, mais l'ascenseur social, voilà. Après, voilà, franchement, moi, mon avis, c'est que je vous dirai pas pour qui voter parce que je m'intéresse pas à la politique. C'est pas mon truc. Mais voilà, je vous parle quand même de leur programme, quoi. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, ou vous faites la rue avec... Il n'y a plus d'ascenseur moufette t'es d'élu. Il en existe encore, mais il est quand même sacrément cassé, quoi. Il y a une chance sur 10 qui fonctionne. Tous les cafés, les restaurants, franchement, je suis sûr qu'il y en a 1 sur 2 qui recrute en ce moment. Les travaux de Jean-Benoît et Méhoud montrent que les jeunes qui n'ont que la rue à traverser, en général, ils en trouvent du travail. C'est un peu plus difficile pour les personnes qui habitent loin de ces rues à travail. Ah oui. Le chômage des jeunes est très élevé quand ils résident hors des bassins d'emploi. Et c'était exactement la situation de Jonathan, qui habitait alors le Loiret. Une région où visiblement, il ne suffisait pas de traverser la rue. Ce n'est pas la rue qu'il a dû traverser, mais tout le pays, pour trouver du travail. Bah oui. Depuis que j'ai vu Emmanuel Macron, j'ai travaillé pour une agence d'intérim qui se situe à Montargis. J'ai fait cariste pendant 3-4 mois et je suis parti au mois de mai en Bretagne pour faire la saison. Vous vous rendez compte, hein? Vous vous rendez compte? Il y a un jeune qui passe dans un média. Macron lui dit va trouver un travail. Le mec il va se démerder, il va finir cariste et compagnie. Il y a une raciste qui passe devant une caméra. Elle chiale un petit peu sur le fait qu'elle est au RSA mais qu'elle vote RN. Et on lui trouve tout de suite un travail. C'est ça aussi. Hein. Ce retour en 2017 montre à quel point la valeur de l'immobilier n'était pas vue comme il fallait être raciste, hein. Un problème pour les travailleurs. C'est vraiment la pénurie sévère de saisonniers après le Covid qui ont permis de le réaliser. Parce que gagner 4 000 € pour payer 2 000 € de loyer sur une saison de 3 mois montre que quand des jeunes locataires bossent, ce sont des propriétaires qui profitent. Depuis l'appel à traverser la rue, il y a eu une diminution du taux de chômage, même chez les jeunes. La pénurie de main-d'œuvre et la croissance économique en France permettent de faciliter les embauches. Mais la crise du logement, elle reste bien présente. Dans des villes comme Saint-Malo, si on peut trouver du travail, ça ne permet pas forcément de trouver un logement. À chaque coin de rue du centre-ville, beaucoup de logements au volet fermé, inoccupés la majorité de l'année. C'est une dinguerie. Et des boîtes à clés Airbnb. Saint-Malo attire les touristes, mais décourage ceux qui veulent s'y installer. Actuellement, on a zéro logement à proposer en location. Saint-Malo a tenté de contrer ce phénomène en instaurant des quotas. Elle est l'une des villes françaises où la réglementation est la plus restrictive. Et pourtant, le nombre de logements type Airbnb a été multiplié par 10 en à peine 10 ans, rendant encore plus difficile l'accès au logement à Saint-Malo. Cette évolution depuis 2017 montre que ce soit le logement qui soit la cause du chômage, ou que ce soit l'emploi qui ne permet pas d'être logé, dans les deux cas, il y a une tension entre la valeur travail et la valeur de l'immobilier. Et c'est intéressant, hein, vraiment, ce propos à développer. Ça veut dire qu'au final, le bassin d'emploi, ça peut recruter. Tu peux quand même t'en sortir. Mais oui, il faut vraiment associer ça au truc du logement. Parce que très souvent, quand on parle du travail, on parle d'un truc assez déconnecté. Mais il y a une question de territoire, il y a une question de distance et tout ça. L'exemple de Saint-Malo et de ses villes côtières amène nécessairement à la question des logements vides, secondaires ou utilisés pour de l'accueil touristique.
Le nombre de logements vacants en France a augmenté depuis 2008 pour arriver à 8%, soit 3 millions de logements. Une partie est vide à cause du manque de boulot à proximité, une autre partie sont des vieux logements qui demandent des travaux importants, et puis enfin il y a tous les logements en cours de transfert, de succession et de toutes ces choses-là. Après tout ça, il reste une centaine de milliers de logements vacants Centaines de milliers quand même. habitables dans les zones proches des bassins d'emploi. Si le gaspillage de logements vacants choque, le problème est reconnu et des actions commencent à être prises, comme la taxe sur les logements vacants. Pour l'augmentation du nombre de maisons secondaires et de locations de courte durée, c'est un peu la même chose, les problèmes sont reconnus, surtout au niveau des communes. Parce que de son côté, lui, l'État est plutôt lent sur ces questions. La taxe sur les résidences secondaires, comment les maires peuvent l'actionner? Comment ça se passe? Tous les maires qui peuvent l'actionner, quelle que soit leur couleur politique, l'actionnent. Je suis partisan aussi, nous avions voté un amendement dans ce sens au Sénat, de décorréler la taxe foncière. La taxe foncière, aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'augmenter pour les locations, pour les résidences secondaires, si vous ne l'augmentez pas pour les résidences principales. Ce que ce sénateur Les Républicains dit, c'est qu'il veut taxer plus les maisons secondaires, mais que l'État ne le permet pas. Taxer la propriété, pourtant, chez Les Républicains, c'est pas vraiment leur Faut limiter les logements à 1 par personne. Mais j'en suis même pas à ce stade, genre... Moi que quelqu'un ait 2 logements, ça me dérange pas. Là, on parle de choses avec des proportions largement différentes que la personne qui a acheté un logement et finit par le louer à quelqu'un. À la limite, c'est pas grave. À la limite, c'est rien. La différence, c'est quand t'as quelqu'un qui achète 5, 10 logements, une barre d'immeuble, qui la laisse dormante, où il y a personne. Là, on entre dans d'autres proportions. Et la majorité de la crise du logement, c'est ça. C'est pas Jean-Michel avec son 2e logement qui finit par louer. Arrêtez d'être d'élu. Ça, c'est parce que vous avez juste envie de vous attaquer à une échelle basse qui vous semble plus proche. Mais l'échelle de cette crise, c'est pas ça. Oui, il y aura toujours des locataires, hein, désolé, mais même sous le communisme, il y a de la location. Hein. Donc bon. Programme. Mais ça démontre l'ampleur de ce phénomène. Reste que les maisons vacantes, secondaires et l'allocation de courte durée n'expliquent pas la totalité du paradoxe français. Comment peut-on avoir un nombre de mètres carrés aussi élevé par habitant quand autant de personnes ont du mal à se loger? Parce qu'il y a un phénomène qui n'est quasiment jamais évoqué. Ça reviendrait en fait à remettre en question ce qui est vu comme plus que normal pour une majorité de Français. Les parcours résidentiels sont à l'arrêt après le départ des enfants. Beaucoup de parents occupent en fait le même logement quand leurs enfants partent. Bah oui. Et les chambres supplémentaires deviennent des placards géants pendant des décennies. Ça peut paraître anodin, mais ce parcours de vie n'est quasiment jamais remis en question. Pourtant, à lui seul, il produit des millions de logements en sous-occupation. Dans une commune du centre de Nantes, au marché immobilier plutôt tendu comme Rezé, 23% des logements sont en sous-occupation très accentuée. Ça veut dire que 3 pièces ou plus servent au mieux de placards. Ah ouais, putain. Ouais, c'est des retraités ils habitent juste une chambre et il y a la moitié de la maison, ils circulent pas dedans, quoi. À l'échelle du département, on arrive... Papy, il a sa pièce pour faire des maquettes. Mamie, elle a sa pièce pour aller sur l'ordinateur, ou elle va jamais sur l'ordinateur parce qu'elle regarde la télé, là, mais oui. Facilement à dépasser le demi-million de pièces d'habitation sous-utilisées. Celles et ceux qui paient ce gaspillage, ce sont les plus jeunes, qui doivent s'endetter, habiter plus loin, dans plus petit... Faut dégager nos vieux de chez eux. Mais non, c'est pas la question. La question, c'est pas de les dégager de chez eux. C'est d'être capable d'arrêter de construire principalement des résidences comme ça, parce que c'est lucratif, de vendre ces résidences-là à des vieux propriétaires qui ont les moyens de se les acheter. Il faut aller plus du côté du parc immobilier, dans les zones vivantes, quoi. Là où il faut construire du logement pour les gens qui veulent travailler en ville et compagnie, quoi. Genre, c'est bon. C'est à des emplois ou à avoir des enfants. La difficulté, c'est que nos Oui, voilà, il faut aussi faciliter aux vieux de déménager. Modes de vie, les contraintes économiques et écologiques évoluent plus rapidement que notre manière d'habiter. Ce manque d'efficacité chronique de nos logements remet en question les politiques qui comptent uniquement sur le construire plus pour nous sortir de cette crise. Pendant très longtemps, on nous a dit, et même d'ailleurs le président de la République, au moment de son premier mandat, a fait sa campagne présidentielle là-dessus, en nous disant, ce qu'il faut, c'est le choc d'offre. Ce qu'il faut, c'est produire massivement du logement. On en a beaucoup parlé. Bah oui. Avant lui, François Hollande promettait... C'est ça qui m'énerve, en fait. C'est tout de suite le truc un peu réactionnaire. Ah là là, tu veux virer les vieux de chez eux. Mais non! On n'essaye pas de niveler le problème par le bas. Ça, c'est ce que veut faire le RN.
Le RN, il veut virer des gens de leur HLM sous prétexte qu'ils sont pas français pour pouvoir donner leur HLM de merde insalubre à des blancs. Voilà ce qui va se passer. Mais c'est nivelé par le bas. Nous, on veut construire du logement, on veut faire des grands plans, on veut faire des trucs comme ça, on veut voir grand. Voilà. 500 000 logements par an, enfin voilà, cette question de l'offre, elle a toujours été un peu centrale et au final, en fait, elle a toujours été quasiment le seul argument politique à opposer à la crise du logement. Ces politiques de construction ont évidemment échoué, construire pour construire, visiblement ça produit des pièces vides ou des logements mal adaptés. Et malgré les promesses, depuis 2017, il y a une diminution du nombre de logements construits, notamment parce que les aides à la construction des logements sociaux ont été baissées. Les aides qui, elles, encouragent la construction de logements privés contre la diminution d'impôts se sont maintenues. Le montant annuel de l'ensemble... Pour faire New York, il faut des riches comme Trump. Oh là là. Il faudrait revenir sur tout. La plus-value. Relire Marx. Hein. Oh, ça me casse les couilles, c'est bon. Les logements privés contre la diminution d'impôts se sont maintenus. Le montant annuel de l'ensemble de ces réductions d'impôts sur le revenu, Périssol, Besson, Borloo, Robien, Cellier, Pinel, Cosse de Normandie, n'a cessé de progresser, passant de 606 millions d'euros en 2009 à 2,4 milliards d'euros en 2020. Les évaluations ont tendance à montrer que x4 hein, la fortune. Ces politiques sont inflationnistes. En gros, si on vous donne du prêt à taux zéro, vous allez acheter un peu plus cher que ce que vous auriez acheté sans prêt à taux zéro, ou alors un peu plus grand, mais du coup un peu plus cher. Le Pinel, c'est pareil. Si vous faites une réduction d'impôt de 10% ou 20% sur le prix d'un bien, ça va vous donner les moyens de l'acheter un peu plus cher. Et donc ces politiques d'offres, en plus de coûter très cher, ont un effet inflationniste. Un effet inflationniste donc qui augmente le prix de l'immobilier et n'aide en rien les foyers modestes à mieux se loger. L'autre aspect, c'est que cette complexité fiscale produit généralement deux gagnants. Les intermédiaires, donc tous les conseillers qui aident à comprendre, optimiser, défiscaliser, et puis les personnes qui peuvent se payer leurs services. Les chiffres de l'INSEE qui montrent que 24% des ménages détiennent 68% des logements particuliers ne contredisent pas ça du tout. C'est une dinguerie, hein. 24% des ménages qui ont 70% des logements. Ouais. La concentration du patrimoine immobilier laisse penser que ces milliards sont principalement captés par un petit nombre de personnes. On a un peu marché sur ces deux jambes qui sont, d'un côté, on continue, on a besoin de produire du logement et notamment du logement social, et donc on va continuer à donner de l'argent pour construire du logement, on va continuer à verser des aides à la pierre, mais le gros de la politique du logement, enfin l'autre moitié, en gros, c'est la solvabilisation de la demande. L'APL... Attends, quoi ? La solvabilisation de quoi ? Politique du logement, enfin l'autre moitié, en gros, c'est la solvabilisation de la demande. La solvabilisation de la demande. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'APL aide les personnes à payer leur logement. Une aide importante dans le budget de l'État et qui a des impacts très sensibles pour les bénéficiaires. Oui, déjà, moi, en fait, je suis désolé. Dans un régime qui fonctionne bien, on supprime l'APL. Hein. Vous allez me dire, mais Moufette, l'APL, c'est que... Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un problème fondamental avec l'APL, c'est que c'est littéralement de l'argent public qui finissent directement dans la poche d'un propriétaire. Alors, en termes de circulation de la richesse, il y a un problème fondamental avec les APL, en fait. Alors, en attendant, c'est une mesure qui nous aide, hein. Mais au bout d'un moment, non, tu peux pas fonctionner comme ça. Parce que c'est littéralement de l'argent public qui s'échappe dans la poche. Voilà. Mais les montants de l'APL ont été loin de suivre l'augmentation des prix immobiliers. La preuve avec les taux d'effort des foyers modestes qui est passé à 40%. Alors pour s'attaquer au problème des prix immobiliers plus directement, il existe des programmes qui visent à les contrôler. Le dispositif Pinel, par exemple, propose de baisser les impôts pour les gens qui acceptent de louer un logement à loyer modéré. Les encadrements de loyers sont aussi arrivés dans les métropoles pour protéger leurs populations les plus modestes. Mais quand les prix sont fixés, ils ne régulent pas la demande. Alors la tension et la sélection vont se manifester différemment. Les bailleurs vont demander des salaires très élevés, des CDI++, et des garants les plus riches possibles. Oh là là, Paris. Hein. Ah putain, heureusement que là j'ai potentiellement trouvé un logement, mais moi j'en pouvais plus. J'en ai fait tellement des recherches là avec du... Ah, j'ai envie de les étrangler. C'est ce qui explique que 41% des logements loués bénéficient d'un cautionnement par les proches. Souvent... Y a pas que Paris. Non, sans blague. C'est bon. La famille. L'importance de cette famille, c'est vraiment la tendance qui monte dans le parcours résidentiel des Français.
C'est vrai pour la location. Hâte d'être dans cette sauce. Bon, ça va, Ota, toi, tu devrais bien t'en sortir de ce que j'ai compris. Mais tu vas venir à Paris, toi, Ota. Tu vas venir à Paris avec ton accent du sud, là. Vas-y, hein. Mais aussi pour l'achat. Cette étude Tu viendras nous dire bonjour, j'espère. économique montre à quel point les apports des parents permettent aujourd'hui l'achat immobilier. Quand les parcours résidentiels sont à ce point Ouais, pour le taf. Ok. influencés par le patrimoine des parents montre encore une fois la même chose. Si le travail ne garantit plus un parcours résidentiel satisfaisant, mais qu'il faut compter sur le patrimoine, ça pose la question de la société de rentier que nous avons déjà abordée dans un épisode sur l'héritage. Et tout ça montre encore une fois qu'il y a bien une tension entre la valeur travail et la valeur immobilière. Cette tension omniprésente dans la société française a pour origine la fameuse France des propriétaires. Mais c'est comme ça que tu gilets jaunises, en fait. C'est précisément cette tension-là qui a créé les gilets jaunes. Hein. Vraiment, hein, c'est la distance parcourue, l'utilisation de la voiture nécessaire, le fait que cette voiture devient presque une prison économique, alors qu'à la base c'était un peu une révolution technologique et populaire, dans le sens où les gens qui accèdent à la propriété dans les petites résidences pavillonnaires pourront toujours faire 30 minutes de boulot, de voiture pour aller au boulot. Et puis maintenant, ça devient l'enfer, quoi. Ça devient ce qui termine leur fin de mois. C'est précisément le fait de n'avoir pas le choix que de prendre la voiture pour aller au taf. Évidemment, hein, les gilets jaunes, c'est ça. Hein. Permettre à chacun d'acheter sa petite maison. Une politique qui, dans l'idée, était une récompense aux travailleurs. Les logements étaient payés par des salaires, beaucoup moins grâce aux dons ou aux héritages familiaux. Mais cette politique n'avait pas anticipé toutes les conséquences d'un boom immobilier. Les taxes aujourd'hui sont basées sur la détention d'un logement. Donc si par exemple j'ai un logement et je l'ai acheté 200 000 et il passe à 1 million, du coup j'ai une taxe foncière qui augmente, ou est-ce que c'est seulement à la réalisation, si je revends mon logement, que je vais avoir des taxes? Ça va dépendre de la collectivité locale dans laquelle vous avez la chance de résider. Il y a un certain nombre de mairies qui décident de ne pas augmenter les taxes foncières. Et dans ce cas, vous serez tranquille jusqu'à la revente, et vous serez même tranquille au-delà de la revente, parce que Ouah, ça peut donner un niveau de corruption sale, hein, ça. si c'est votre résidence principale, votre plus-value sera pas taxée. Donc vous pouvez Déjà, il y a un problème, le fait que les mairies puissent librement... bon, bref. faire comme ça, en effet, ce que vous décrivez, un x5 sur le prix du logement, avec toutes les questions que ça pose quand même, parce que pour que votre logement soit passé de 200 000 à 1 million, bon, vous avez fait un bon investissement quand vous l'avez acheté, mais peut-être que vous avez fait des travaux dedans, mais il est fort peu probable que les simples travaux que vous ayez réalisés dedans expliquent cette multiplication par 5 du prix. Ce qui explique la multiplication par 5 du prix, c'est un certain nombre de choix de politique publique au niveau local, c'est, j'en sais rien, un réseau de transport La traduction, elle me termine. J'en sais rien. qui est venu s'implanter à côté de chez vous, c'est on a créé des pistes cyclables, on a rendu la ville plus attractive, c'est le fait que le foncier étant plus rare, il est plus cher et donc les prix immobiliers se sont valorisés, mais au final, pas grand-chose qui ont à voir avec vous, à titre personnel. La propriété immobilière a enrichi une génération qui ne vit et ne comprend pas la crise des logements des foyers jeunes et modestes. Mais la France des propriétaires est devenue une puissance politique majeure qui use de son pouvoir sans avoir l'air vraiment d'y toucher. Elle s'accommode de l'impunité sur les encadrements des loyers assez facilement détournés. Dans un des très rares cas où une locataire a accusé son bailleur de dépasser les plafonds d'un encadrement de loyer, la justice lui impose un simple remboursement, pour ce qui est factuellement une fraude. Pas d'amende. Attends, quoi ? La justice lui impose un 10 000 € de loyer indûment augmenté, ok. simple remboursement, pour ce qui est factuellement une fraude. Pas d'amende, pas de contrôle renforcé, pas même une lettre d'exclus. Alors qu'en face, la criminalisation de la France des mal logés, elle, s'intensifie. Chaque mois, nous avons le droit à des images de maisons ravagées, de petits propriétaires impuissants. Voilà, vu ce qu'il y a sur la table, c'est le propriétaire qui est ravagé aussi. Bon bref, pardon. Ça parle jamais des plus-values à la revente. Tout le monde veut se rembourser son crédit, plus faire des bénéfices à la revente. Ça alimente la hausse des prix, ouais. Dans le même scénario, alors le Parisien prend pour argent comptant les déclarations de propriétaires d'une maison squattée. Pour Laurent, le rêve de la propriété est devenu un cauchemar. Il s'est endetté pour acheter cette maison avec sa compagne, mais depuis la vente, il y a... Ah oui, les fameux squatteurs. Oui, je m'en rappelle de ce truc-là. 3 semaines... Il y avait quoi sur la table? Des bouteilles. Des squatteurs l'empêchent d'entrer. Il en est réduit à constater les dégâts. Lui, c'était un mec qui était allié avec... Et je me souviens... Alors, l'histoire, c'était quoi? C'était que la maison avait été vendue 2 fois.
elle a été vendue d'un côté légalement à ce type-là, et de l'autre côté, comment dire, c'était un bail sombre, ouais. De l'autre côté, la maison avait été vendue en mode argent liquide et tout ça, à une famille qui ensuite a été considérée comme squattant la maison, alors que elle pensait avoir vraiment acheté la maison, quoi. Arnaque d'une agence. Je crois pas que c'est l'agence, je crois que c'est le gars. Hein. Il a acheté en sachant qu'elle était squattée. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Et le mec, en fait, les squatteurs ont payé. Les squatteurs ont payé une certaine somme pour pouvoir y habiter. Sauf que la strat, c'est que vu qu'ils comprennent pas qu'ils sont vraiment dans l'illégalité, quand ils font les trucs comme ça, avec de l'argent liquide, derrière, ils se font baiser, quoi. Le ministre de l'Intérieur y répond en étant ferme contre les méchants squatteurs. On apprendra très vite que le couple de propriétaires ne sont pas de simples victimes. Oui, c'est ça, le gars était au courant, il a compté sur le racisme de la société pour faire son bénéfice. Bah oui, en mode, regardez ces maghrébins squatteurs, quoi. En plus, il y a une femme voilée avec ses enfants. Du coup, on va les virer. Enfin, et on mentit aux journalistes. Du côté des squatteurs, une famille avec 5 enfants, le père est un ouvrier tunisien qui déclare, lui, s'être fait arnaquer en pensant acheter la maison et a porté plainte. Oui, voilà. Quelques mois plus tard, la loi anti-squat Kasbarian-Berger, défendue par le ministre du Logement, ne fait pas dans le détail. Sous prétexte de viser les squats, un phénomène rare et déjà sanctionné, elle se retrouve à criminaliser le non-paiement de loyer en pleine crise du logement. Les fondations Abbé Pierre, du droit au logement, du Secours catholique ou de la Ligue des droits de l'homme alertent déjà du nombre de personnes qui vont être expulsées et envoyées à la rue. La défenseuse des droits, elle, considère que l'assouplissement des procédures d'expulsion en raison de loyers impayés ne sont ni nécessaires ni proportionnés. Cette action législative contraste avec une inaction politique criante. Les grandes annonces sur le logement sont sans cesse repoussées à plus tard, et les conclusions du CNR Logement, qui devait apporter des réponses à ces crises, a été annoncé le 9 mai, avant d'être annulé. On a compris que globalement, on voulait moins de politique du logement, une politique du logement qui coûte moins cher, mais il n'y a pas de choix clair qui a été fait sur quel chemin on prend. Est-ce qu'on prend le chemin aide à la pierre? Est-ce qu'on prend le chemin aide à la personne? Est-ce qu'on prend le chemin France de propriétaires ou au contraire va solvabiliser les locataires pour développer l'attractivité de ce statut-là? Le président de la République a dit qu'il ne faut pas investir dans le logement, c'est de la rente immobilière, c'est un bien qui est improductif, etc. etc. Donc voilà, en gros, on ne sait pas bien. Macron a dit ça, c'est assez... C'est pour ça que je parle un peu de troisième phase qui s'ouvre, mais avec beaucoup d'incertitude, parce que l'information sur la volonté politique derrière, sur le chemin qu'on veut emprunter. Alors qu'Emmanuel Macron était arrivé au pouvoir avec des promesses libérales et contre les rentes immobilières, il est élu grâce à la France des propriétaires. Oui. Des bien logés, des rentiers. Et maintenant, ça va être le RN. Des Français convaincus qu'ils ne doivent leur patrimoine immobilier que grâce à leur travail acharné. Que ça n'a rien à voir avec un contexte qui favorisait ou subventionnait l'accession, ou même à une fiscalité avantageuse qui leur permet d'être peu taxés en étant bien conseillés. Et combien de jeunes Français bénéficient aujourd'hui d'un soutien pour louer ou acheter sans se rendre vraiment compte que leur mode de vie dépend au moins autant du patrimoine familial que de leur travail. Il va falloir le réaliser parce qu'une bombe sociale ne s'arrête pas toute seule. Son souffle touche déjà de nouveaux profils. Les jeunes foyers de classe moyenne se retrouvent incapables d'accéder à la propriété dans de bonnes conditions. Le prix des crédits immobiliers était très bas jusqu'en 2022. Et ça leur permettait de s'endetter sur 20 ans et de continuer leur parcours résidentiel. Mais en 2023, que la croissance, c'est finito. Le coût des prêts a augmenté pour répondre à l'inflation. Les ménages de trentenaires qui quittaient la location pour acheter un logement ne peuvent plus autant le faire et restent dans des logements loués. Après avoir heurté les foyers modestes, les familles monoparentales, les étudiants, la crise du logement s'étend maintenant aux jeunes foyers de classe moyenne, sans savoir jusqu'où elle va aller. Si, comme l'indique Pierre Madec et d'autres, la construction est une partie de la solution, la France doit aller vite dans un contexte où la terre coûte cher et où les considérations environnementales doivent être prises en compte. Plutôt que d'imaginer des politiques ambitieuses comme dans les années d'après-guerre, capables d'éradiquer les bidonvilles, la France des propriétaires a pour seule ambition de criminaliser les mal logés. Malgré que la valeur immobilière vampirise les salaires et appauvrit une partie de la population. Malgré les alertes d'un ministre et des associations, malgré le poids du logement dans le budget des ménages, malgré le nombre de personnes mal logées, de sans domicile et de gens qui en meurent, le gouvernement n'agit pas. Parce que cette crise ne risque pas d'être résolue dans les 3 prochains jours,
On reviendra Eh oui. parler des solutions sur Twitch dans les Ah jours non, dissolution, non, c'est bon. qui viennent, donc on vous invite à nous y suivre. Et avant de finir, un grand merci aux 0,46% des abonnés qui nous soutiennent sur KissKissBankBank. C'était Stupid Economics. Sur ce, Oui, c'est ça, c'est les pauvres qui entretiennent les riches, oui, tu as raison. Oui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est l'État, avec les APL aussi. Et l'argent des pauvres qui est censé bénéficier aux pauvres. Enfin, pas l'argent des pauvres, l'argent du peuple. Censé bénéficier aux pauvres aussi. Bref, Macron a dissous l'Assemblée. Ouais,